Allô, allô, ça marche? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venus, ceux qui sont dans la salle. C'est super agréable. C'est bien, c'est un peu intime comme setup. On se sent vraiment en famille, c'est chouette. Donc, merci d'être là. Ceux qui nous suivent en ligne, merci beaucoup d'être présents aussi. Donc, on est là pour une discussion. On a appelé ça Midi Échange autour de la charge de travail. Je vais me présenter très rapidement. Vincent Joseph, je suis professeur au département de pédiatrie de la faculté de médecine et puis vice-président au comité exécutif donc du syndicat. Puis peut-être faire un petit très rapide présentation des intervenants qui seront avec nous en avant. Bonjour, donc je suis Christine Vézina. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, je suis Christine Vézina. J'étais déléguée syndicale pendant les 2 dernières années. J'étais représentante de la faculté de droit. Je suis la collègue de Louis-Philippe que vous connaissez bien. Et maintenant, je suis déléguée substitut puisque c'est Louis-Philippe qui a repris le flambeau du poste de délégué de la faculté de droit. Simon Vivier, je suis professeur à la Faculté des sciences d'éducation à l'École de counseling et d'orientation, aussi délégué syndical de mon unité et de ma section, devrais-je dire, et ancien vice-président du SPUL. Merci. Je vais faire une très brève mise en contexte, introduction pour vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. Mais juste avant ça, bon, pour faire un résumé très rapide, on est en fait dans la phase de mise en œuvre pour la deuxième année consécutive des modifications qui ont été incluses dans la convention collective 2023-2027 autour de la charge de travail qui introduit notamment la notion de raisonnabilité dans la description de ce que doit être une charge de travail. On avait avant la notion d'équitabilité, donc les charges devaient être équitables au sein d'une unité. Maintenant, elles doivent être raisonnables. Donc ça, ça a été inscrit dans la convention collective. C'était évidemment un des éléments structurants très importants des revendications lors de la grève en 2023 qui nous a donc conduit à ces modifications. Et je voudrais simplement signaler que on avait produit l'an dernier, enfin le comité exécutif du SPUL avait produit l'an dernier au cours de l'automne et puis publié, je pense, en janvier 2024, un guide thématique qui s'intitule La charge de travail dans la convention collective 2023-2027 vers un nouveau paradigme. C'est disponible en ligne sur le site du SPUL. C'est un guide qui a été écrit finalement en se basant sur les travaux du conseil syndical, où 2 séances plénières réalisées pendant l'automne avaient permis justement de discuter de cette notion de charge de travail, de comment la notion de raisonnabilité devait se comprendre, pouvait s'introduire, etc., etc. Et donc, le guide est partagé en 2 parties. C'est en même temps un guide pratique à la fois pour se repérer dans le processus et les clauses de la convention collective qui encadrent le fonctionnement de la répartition de la charge de travail. Et c'est en même temps un outil de réflexion sur différents aspects et différentes réalités qui sont inclus, enfin, qui recouvrent ce nouveau concept de raisonnabilité, etc. Ce qu'on va faire là, on a 3 points à peu près. Donc, je vous encourage vraiment à aller chercher ce guide, à le lire. Il y a 400 pages, mais les gens qui l'ont relu récemment nous ont dit à quel point il était utile et intéressant. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser, puisqu'on est vraiment dans la préparation là, en plein cœur du sujet de la préparation des charges de travail. On va aborder 3 points spécifiques. Et puis, je vais faire intervenir. Moi, je vais rester un peu en retrait dans la discussion. Je vais surtout faire intervenir Simon, puis Christine. Et puis, les gens dans la salle aussi, n'hésitez pas. Le premier point, premier round de discussion sur la notion de charge de travail collective versus charge de travail individuelle. Deuxième round de discussion porterait sur l'articulation entre la charge de travail et les budgets de l'unité, puis on pourrait même élargir ça au budget de l'université.
Et le troisième round de discussion porterait sur les mécanismes et puis le contexte de contestation de la charge de travail, soit individuelle, soit collective. Donc, on peut. Alors, l'idée, c'est que pour chaque ronde de discussion, je vais laisser Simon puis Christine intervenir. Puis après ça, s'il y a des commentaires, vous intervenez sur ce point-là, puis après, avant de pouvoir passer au suivant. Donc, si on part sur la première notion, charge de travail collective versus individuelle, est-ce que vous voulez partir, commencer ou Tu y allais, Christine? Alors, écoutez, moi, je vais intervenir de façon très témoignage de ce que l'on fait, n'est-ce pas, au sein de la faculté, au sein de notre unité, devrais-je dire. Donc, l'année passée, bon, c'était la première négociation de charges ou en tout cas approbation de charges dans les suites de l'adoption de la convention collective. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme bien d'autres collègues, hein, j'avais convoqué une réunion syndicale pour qu'on puisse échanger ensemble sur le nouveau critère de raisonnabilité. Parce que c'est vraiment un défi de donner vie à ce critère-là. Qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le plan collectif, sur le plan individuel? Quels sont les critères dont on peut, sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'évaluer quelle est la raisonnabilité? Je vous avoue que, bon, l'année passée, je pense que c'était, somme toute, assez exploratoire, finalement, ma démarche. Mais l'idée, en tout cas, ça a été qu'on puisse en discuter avant d'arriver en assemblée, à bâton rompu entre nous. Euh, Bon, alors voilà, c'était pas un processus très révolutionnaire, mais c'est une première étape de discussion, puis surtout de se créer ce moment avant l'Assemblée, ce qui était une nouveauté puisque ça n'avait jamais été fait. Et cette année, bon, voilà, j'ai maintenu cette nouvelle tradition, n'est-ce pas? Donc, on s'est déjà rencontrés en janvier pour discuter comme de façon très informelle dans le contexte d'une assemblée syndicale, d'une réunion syndicale. Et puis, par contre, là, j'étais repartie avec les infos récoltées au conseil syndical, notamment les changements avec Brio. Et puis, une autre préoccupation qu'on partage toutes et tous, je pense, c'est celle de la présence de plus en plus importante de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait pour s'approprier ces enjeux, les intégrer dans notre enseignement, dans la façon dont on conçoit nos cours, etc., surtout nos évaluations. Donc, on a eu, nous, au sein de notre faculté, une réunion sur la place grandissante de l'intelligence artificielle lors d'une assemblée d'information au mois d'août. Mais il en demeure pas moins que pour vraiment se mettre les mains dans le dossier, ça nous prend du temps. Donc, on est parti avec ces deux ballons-là pour essayer de voir déjà sur le plan de la charge collective comment est-ce qu'on peut prendre en considération sérieusement ces deux points pour être capable de se donner de l'espace sur l'aspect collectif de la charge cette année. On a sollicité notre décanat à cet effet et puis on nous a proposé une réunion d'information, notamment sur Brio, qui va avoir lieu le 28 février, sur le passage à Brio, sur le soutien qui nous sera accordé par le CSTP dans cette démarche. Donc, ça, c'est la réponse que l'on a obtenue lorsqu'on a indiqué nos préoccupations par rapport à une possible surcharge découlant du passage à Brio. Alors, il y avait ces deux points-là, mais il y a aussi d'autres points. Par exemple, je ne sais pas comment ça se passe dans vos unités, mais vous savez que la politique, elle a changé maintenant quant aux demandes de report d'examen, hein. Il n'est plus requis d'obtenir un billet du médecin. Et nous, on observe que maintenant, c'est systématique, les demandes de report d'examen. Alors, ce qui signifie qu'à chaque évaluation, il faut toujours qu'on en ait faut qu'on ait une copie bis dans notre poche pour les reprises. Donc, il y a ce point-là qui, pour nous, soulevait des questions par rapport à la charge, encore une fois, dans l'aspect, dans la dimension plus collective. Et puis l'autre aspect également, je ne sais pas non plus comment ça se passe dans vos unités, mais nous, on s'est doté il y a quelques années, en 2017, d'une politique
sur la recherche, notamment politique qui gouverne l'accès à des dégrèvements pour des personnes qui sont titulaires de subventions de recherche, de champs de recherche et autres structures. Mais 2017, c'était déjà avant la structuration de la recherche qui est devenue beaucoup plus importante au sein de l'université. Donc, c'est aussi une préoccupation qu'on a parce qu'on constate qu'il y a des personnes pour qui c'est plus difficile d'obtenir les libérations compte tenu de la nature des centres de recherche qui sont dirigés, notamment quand on est dans l'interdisciplinarité, quand plusieurs facultés sont impliquées, plusieurs universités. Bon, bref, on n'avait pas ce qu'il fallait dans notre politique, là. On n'a pas nécessairement ce qu'il faut dans notre politique sur la recherche. Donc, ce sont d'autres points, en tout cas, qu'on a voulu amener pour réfléchir à la raisonnabilité de la charge. Et bref, tout ça pour vous dire que on a estimé que la réunion d'information qui nous était proposée pour le passage à Brio n'était peut-être pas le format qui était le plus approprié parce que nous, ce qu'on voulait, c'est avoir une assemblée de l'unité, une assemblée professorale, une assemblée de l'unité avant d'en arriver à notre assemblée où on prend des décisions sur notre charge. Et on a dû finalement se saisir de l'article 2.5.06 de la Convention collective pour exiger cette assemblée parce que elle n'a pas été convoquée lorsqu'on a fait notre demande. Donc, on est allé chercher 25 d'appui des collègues pour forcer la tenue de l'Assemblée. Donc, voilà un peu où on en est dans la consultation et la réflexion autour de l'adoption de la charge au sein de notre unité. Oui, merci Christine. En ce qui me concerne, ce ne sera pas tant un témoignage. Je vais piger. J'ai fait partie du comité d'appui à la charge de travail dans le cadre de la dernière négo. Il y a eu des données qui ont été collectées là-dessus, qui ont amené, dans le fond, des revendications. D'une part. D'autre part, je vais puiser, je dirais à mon expérience syndicale de manière générale et à la diversité des expériences que ça m'a amené à voir. Puis, par ailleurs, une réflexion peut-être, je vais me permettre de faire intervenir des éléments qui sont plus de l'ordre de mon expertise, en fait, qui est en santé mentale au travail, le lien entre l'organisation du travail et la santé mentale. Puis peut-être que ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que le problème, je pense, principal, ou si ce n'est pas le principal, c'est pas loin d'être le principal, auquel on voulait s'attaquer avec la dernière négociation, c'était la surcharge de travail qui est vécue par un très, très grand nombre de collègues. On a documenté, ça a été documenté par différentes recherches scientifiques. Je vous réfère aussi à une recherche qualitative qui a été menée il y a quelques années par nos anciens collègues Chantal Leclerc, Bruno Bourassa, qui a donné lieu à Travail professoral et santé psychologique sans ses dérives. Je vous le conseille vivement. Vraiment, c'est une analyse qui est très sensible de la réalité du travail professoral et des liens avec la santé psychologique. Et on analyse un peu la complexité de ce phénomène qui est la surcharge de travail. Parce que, pour reprendre les mots de Sophie D'Amour, nous sommes de grands passionnés, n'est-ce pas? Et donc, on remet souvent sur le compte du fait que l'on aime beaucoup notre travail, que l'on est investi dans notre travail, que c'est la responsabilité de chacun de mettre ses propres limites à sa charge de travail. Donc, essentiellement, on vit ça à l'université, mais c'est vécu de manière plus générale dans les organisations, ce discours que ce serait à chacun d'établir ses limites, de mieux gérer sa charge, de mieux gérer son stress. Donc, il faut vraiment sortir de cette idée-là. Manifestement, on est beaucoup à pas être capable individuellement de gérer notre charge de travail. Quand il y a autant de personnes qui vivent une situation, on peut difficilement individualiser la situation et donc, il faut trouver des solutions structurelles. D'où l'idée d'introduire dans la Convention le critère de raisonnabilité. Fait que, quand on discute de charge de travail, je pense qu'il faut avoir ça en tête, que le critère de raisonnabilité, il faut qu'il soit utilisé pour être effectif, pour répondre aux besoins pour lesquels ça a été développé. C'est-à-dire que la charge de travail elle doit être raisonnable pour pouvoir faire un travail de qualité et pour pouvoir préserver sa santé. Je pense que c'est important de se le rappeler puis de ne pas hésiter parce que ce qu'on constate beaucoup, puis on le voit dans les données qui avaient été recueillies par le comité qui était piloté par Chantal Genry sur le comité d'appui
à la charge de travail. Euh, on hésite beaucoup à utiliser les mécanismes qui sont à notre portée pour faire respecter une charge de travail qui est raisonnable. Moi, j'ai été très surpris, excusez, je saute du coq à l'âne, mais j'ai été très surpris de voir que le critère de raisonnabilité n'avait pas été utilisé à toute fin pratique l'année dernière, ou très peu, ou en tout cas, on en a très peu entendu parler au conseil syndical parce que avec Laura et Simon, les présidentes du comité vie professorale et collégialité, on a posé la question au conseil syndical et ça n'a pas été utilisé. Fait qu'on a négocié de haute lutte ce critère de raisonnabilité et ce qu'on constate, c'est que c'est pas utilisé ou très peu utilisé. Fait qu'on a un apprentissage collectif à faire, je pense, sur l'utilisation, d'où l'idée, je pense, du midi échange aujourd'hui. Je vais répondre à ta question, Vincent, sur charge individuelle, charge collective. Première des choses, je pense, on a à se poser la question, je pense que dans le processus d'adoption de la charge de travail, puis là, je fais un petit aparté, quand on parle de charge de travail ici, là, on parle d'une charge qui est négociée dans un contexte spécifique d'une convention collective. On ne parle pas de la charge réelle. Puis souvent, on va parler de la charge. Ah, j'ai une grosse charge de travail, mais souvent, on parle de notre charge réelle. Mais la charge de travail dont on parle ici et qui est à négocier, il faut se rappeler que c'est ce qui est prévu. Hein. Ça, c'est bien écrit dans le guide thématique. Mais donc, ce qui est prévu dans la charge de travail, on a avantage, je pense, à se poser la question d'abord individuellement et ensuite collectivement en dehors des assemblées d'unité. Mais qu'est-ce qu'on souhaite, nous, comme charge de travail? Individuellement, là, qu'est-ce qui m'apparaîtrait être une charge raisonnable? Et imposer d'une certaine manière notre vision de la charge de travail dans la négociation. C'est-à-dire que le plus souvent, ce qu'on voit, c'est dans le processus, une direction d'unité qui va dire, ben voici, on a tant de cours à donner, il faut se séparer ça. Et là, d'abord, on va remplir votre charge avec des cours. Puis après ça, s'il reste du temps, ben vous ferez de la recherche, vous encadrerez vos étudiants. C'est comme ça que c'est vécu dans beaucoup d'unités. Donc, on remplit d'abord ce qu'on nomme comme étant une charge collective. Donc, on remplit les charges avec ce qui est collectif. Puis après ça, c'est comme si la recherche, on faisait ça la fin de semaine. Là. S'il reste du temps, on fait le reste. Il faut accorder une prépondérance, je pense, et considérer d'abord, avoir une idée claire sur ce qu'on nomme dans le guide thématique comme étant une charge individuelle, projet de recherche, projet de publication. Il faut estimer à peu près le temps que ça va nous prendre, pas le temps, mais la charge de manière générale que ça va nous prendre, pour après ça dire, OK, qu'est-ce qui est raisonnable compte tenu de l'ensemble de ce que j'ai dans ma charge individuelle, qu'est-ce qui est raisonnable pour moi de prendre dans la charge collective. En tout cas, cette réflexion-là, elle a avantage à être faite, à mon avis, dans ce sens-là également, pour éviter, dans le fond, que la recherche soit une tâche qui est de deuxième ordre, d'une certaine manière. Par rapport aux résultats qui ont été collectés par les collègues du comité d'appui sur la charge de travail, je nomme entre autres le travail de Patrick Baker qui était sur ce comité-là. J'ai retrouvé une synthèse qu'il avait fait de cette enquête-là. Puis ce qu'on constate à partir de ce moment-là, donc c'est pré-convention, pré-dernière convention, c'est qu'il y en a, le processus d'adoption de la charge de travail il est très, très variable d'une unité à l'autre. Il y en a qui disent ah oui, on a des clauses dans la convention qui balisent la charge de travail, qui savent tout juste qu'il y a des clauses. Il y en a qui n'ont jamais de rencontre pour discuter de la charge de travail. Il y en a qui n'ont pas signé de charge de travail. Fait que c'est très, très fluctuant d'une unité à l'autre, le processus en tant que tel. Ce qu'on retrouve de manière majoritaire, ça correspond à ce qu'on retrouve dans la convention collective, c'est-à-dire que le processus, c'est d'abord une négociation individuelle de la charge avec le responsable d'unité. Donc, la majorité des répondants dans l'enquête, c'est le processus qui était utilisé. Et après ça, dans le fond, la charge était discutée en assemblée.
Mais discuter est ici un bien grand mot. Et c'est beaucoup là où le bas blesse. Parce que dans le fond, on a dans la Convention, on avait déjà dans la Convention la possibilité de discuter collectivement de la charge de travail, mais pour toutes sortes de raisons, notamment des raisons psychosociologiques, on ne va pas poser des questions, on ne va pas discuter des charges des uns et des autres. Ce qui fait en sorte que, au total tout, on se retrouve avec une situation effective où la charge, elle se négocie essentiellement avec la direction d'unité. Bon, partant de là, il y a donc, on s'en remet beaucoup à la direction d'unité. Et donc, on peut avoir une direction d'unité qui est tout à fait bienveillante, conciliante, capable de prendre en compte la subtilité de la charge. Moi, je donne un nouveau cours, je suis à ce stade-ci de ma carrière, j'ai des jeunes enfants, on a fait introduire ça dans la convention, mais des responsabilités familiales. Il y a des directions d'unité qui sont tout à fait capables de prendre ça en compte. Mais il y en a qui ne sont pas du tout capables de le faire. Fait que ça devient d'une certaine manière un mécanisme qui est arbitraire. Puis si on n'utilise pas la discussion collective, ben, on vient se lier les mains et se soumettre d'une certaine manière à l'arbitraire. Donc, avec le critère de raisonnabilité, ce que j'ai pu constater que ça a amené, dans le guide thématique, on dit ben, il faut discuter entre nous pour établir le terme qui est utilisé, c'est charge étalon. Puis là, ben, ça a semé de l'ambiguïté dans certaines facultés parce que, dans le fond, on s'est mis à définir des critères très, très précis. Notre collègue Jean-Noël Grenier, qui ne peut pas être là aujourd'hui, me disait ben, si on s'en va dans du critérié de manière très, très étroite, on risque fort de se piéger. Et donc, dans certaines unités, il y a une charge qui a été adoptée, une charge étalon qui a été adoptée, mais qui est justement très quantifiée. Or, on est dans un contexte de, certains vont dire, managérialisation, nouveau management public, où on va gérer, dans le fond, tout ce qui compte. La manière de gérer les choses, c'est de gérer avec des chiffres. Donc, on va vouloir tout comptabiliser. Mais ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de capter toute une partie de la charge de travail qui est invisible et qui est difficilement quantifiable. Ce qui fait en sorte que on peut vouloir compter l'argent qu'on ramène en subvention, le nombre de subventions qu'on a, le nombre de papiers qu'on va publier, le nombre de communications, le nombre d'étudiants qu'on va avoir, le nombre de cours qu'on va donner, le nombre d'heures qu'on va donner. Il y en a qui c'est compartimenté de cette manière-là. Mais à vouloir compter, on perd le sens général de ce que devrait comporter une charge de travail qui est raisonnable. Donc, il y a un piège d'une certaine manière à se doter de critères qui soient trop spécifiques et qui permettraient, l'avantage, c'est que ça nous permet de sortir de l'arbitraire, mais le désavantage, c'est que ça nous piège dans une certaine vision et ça empêche de considérer les spécificités de carrière des uns et des autres, de vie personnelle des uns et des autres. Donc, il y a en tout cas ce piège-là auquel je nous sensibilise collectivement par rapport à ce qu'on appelle la charge collective ou la charge étalon. Donc, c'est ça, je dirais, les remarques d'entrée de jeu que je voulais soumettre. Super, merci beaucoup. Ça fait du contenu très, très, très pertinent. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent rebondir, partager des expériences, etc., la seule contrainte, c'est qu'il faut venir parler au micro pour la captation, pour que ce soit clair pour tout le monde à l'extérieur. Et puis, merci. Puis peut-être juste pour terminer, il y a certaines unités, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont utilisé un système de pointage. On trouve ça dans différentes universités, le système de pointage. Puis ce que nous révélait l'enquête, c'est que parfois, ça fonctionne très bien, puis parfois, c'est un désastre total. Donc, le système de pointage, ce n'est pas un garant nécessairement ni d'équité, ni de raisonnabilité. Fait que je pense que la clé, c'est plutôt la discussion, puis arriver, dans le fond, à un mécanisme qui soit convenable pour l'ensemble de l'unité. Merci, Simon. Merci pour les informations. Ça marche?
Est-ce que vous entendez? Oui. Pour ce qui est de une charge de travail raisonnable, souvent, c'est sûr que ça n'a peut-être pas été utilisé parce que ça n'a pas été défini. Donc, des fois, c'est dur d'utiliser quelque chose que les gens ne connaissent pas ou savent peu. Peut-être faudrait marquer qu'est-ce qui est une charge déraisonnable pour aller voir qu'est-ce qu'on appelle une charge raisonnable. Parce que des fois, c'est aussi très individuel. On a parce que moi, des fois, je le fais avec des collègues, donc j'assiste aux charges de travail pour voir avec les collègues. Puis, quelqu'un peut avoir à peu près la même charge, puis pour un, c'est parfait, pour l'autre, c'est trop. Donc, il y a un côté très individuel à la charge de travail aussi. On s'habitue à des fois en mettre beaucoup. Donc, on ne peut pas la comptabiliser nécessairement en termes d'heures. Et ce qui est curieux, quand on commence à comptabiliser tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'unités qui ne savent pas finalement. C'est aux membres de l'unité de décider comment établir leur charge. Et des fois, mais si on se tire dans le pied en faisant des choses qui sont déraisonnables au niveau des unités. Donc, une bonne définition d'une charge raisonnable, ça aiderait peut-être à ce que les gens l'utilisent. Je peux réagir, Vincent? Oui. Tout à fait. La difficulté, c'est notamment par rapport à la variabilité, dans le fond, des réalités. Fait que je ne crois pas, puis là, peut-être que des gens du CACC peuvent comment dire, renchérir là-dessus, mais ce serait difficilement viable de déterminer tu sais, des critères qui s'appliqueraient, qui soient une charge de travail, qu'est-ce que c'est raisonnable dans chacune des unités. Fait que c'est pour ça que ce qui a été proposé dans le guide thématique, c'est d'arriver à discuter collectivement de ce qui est raisonnable pour nous et de se doter de règles. C'est peut-être là où on a avantage. Je voyais dans un travail qui avait été fait par un ancien collègue, Guillaume Blum, à l'école de design. Il a fait tout un travail de recherche dans différentes unités, dans différentes universités, sur la manière dont était comptabilisée la charge de travail. Puis, ils avaient fait à l'école de design des propositions pour baliser la charge de travail. Puis, euh, il y a ce travail-là, dans le fond, de déterminer quels sont les critères, pourrait, par exemple, atterrir dans une politique qui serait proposée qui émergerait, dans le fond, des profs eux-mêmes pour dire, ben voici les principes sur lesquels nous, on souhaite que la charge de travail soit établie. Fait que l'idée, c'est peut-être à l'interne, dans nos unités respectives, de se doter de mécanismes normatifs, mais qui s'appliqueraient plutôt localement et qui contraindrait d'une certaine manière la direction d'unité dans sa négociation individuelle des charges, qui lui donnerait des balises aussi, qui l'outillerait, parce que les directions d'unité recherchent ça aussi, certaines balises, pour essayer d'être équitable aussi, puis donner une charge de travail qui est raisonnable. Donc, ça peut être une manière d'outiller aussi les directions d'unité. Fait qu'il y a peut-être une normativité à l'échelle locale à développer, je pense. Mais je trouve que le critère, par ailleurs, qui est particulièrement intéressant dans ce que tu amènes, c'est la question de la déraisonnabilité, parce que c'est précisément ce qu'on veut éviter. Je le disais d'entrée de jeu, on veut éviter la surcharge de travail. Donc, peut-être en définissant collectivement ce qui est une charge de travail déraisonnable, ben, ça peut nous aider après ça à identifier ce que pourrait être, à contrario, une charge de travail qui est raisonnable et qui respecterait la variabilité, on pourrait dire subjective, dans le fond, du rapport à la charge. Mais on peut se dire que collectivement, à partir de ça, c'est vraiment déraisonnable. Tu veux ajouter quelque chose, Christine? Ça fait en effet du sens que ça parte du terrain parce que cette norme-là, maintenant qu'elle existe dans la convention collective, si on ne veut pas qu'elle demeure théorique et qu'elle devienne effective, c'est sûr qu'il faut co-construire la norme en partant du terrain puis de nos réalités. Mm. C'est sûr qu'en droit, la notion de raisonnabilité, tu sais, c'est une notion avec laquelle on travaille souvent parce qu'il y a plusieurs tests, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs évaluations puis analyses qui sont développées par les tribunaux qui tournent autour de la question de la raisonnabilité. Donc, Personne raisonnable. oui, la personne raisonnable, la raisonnabilité des atteintes aux droits, par exemple. Enfin, donc, il y a peut-être des affinités naturelles entre notre discipline et puis l'élaboration de principes qui donnent vie à la notion de raisonnabilité.
Il n'y a pas de, il y a pas de solution unique et magique que le syndicat pourrait proposer à tout le monde et puis qui ferait l'affaire de tout un chacun dans chacune des unités. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire, qui doit venir du terrain, qui doit se faire de la base, là. Et puis, c'est une réflexion collective au sein de l'unité à mener. Ça, c'est tout à fait essentiel. Sur la charge individuelle versus collective, c'est précisément ça mon point. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on part de la charge collective, puis on va dire, bon, on a tant de cours à donner, on distribue les cours dans les charges, puis après ça, s'il reste de la place, tu feras de la recherche. C'est ça le discours de manière générale. Là où ça ne marche pas du tout, c'est que dans le fond, on l'a fait quand même, la recherche. On est engagé dans des projets de recherche. La plus-value des profs, c'est précisément d'articuler les 3 fonctions professorales ensemble, enseignement-recherche. Il faut avoir une vitalité en recherche aussi. Donc, il faut avoir cet espace-là pour se développer comme prof en recherche. C'est hyper important. Puis, je veux dire, ça se plaide tout à fait. Problème, quand on part de la charge collective puis qu'on la sépare, c'est qu'après ça, dans le fond, on n'a plus de levier pour les finances parce qu'essentiellement, en bout de ligne, ils vont distribuer les cours puis on remplit nos charges parce qu'on ne veut pas donner des charges à des chargés de cours. Là. Il y a la question financière sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je disais, on a à quelque part à forcer le jeu de d'abord parler de recherche puis de charge individuelle pour dire après ça, qu'est-ce qui rentre dans ma charge compte tenu de cette charge individuelle que j'ai. Je vais rebondir sur la question de l'équité. Parce que je pensais que c'était là que tu allais tantôt, c'est pour ça que j'ai réagi, Yves. Mais tu sais, il y a équité puis il y a égalité. Hein, tu sais, et je pense que la prise en compte de la singularité des parcours puis des carrières professorales des uns et des autres, c'est ça qui rend le tout assez complexe. Euh, Parce que quand on va chiffrer toutes les activités, ben là, on va dire, ben là, OK, ben lui, on va lui donner tant d'heures. Puis si je donne tant d'heures à lui, ben il faut que j'en donne à cette personne-là également. Donc, on va réfléchir dans une perspective qui est plus d'égalité plutôt que d'équité en fonction des situations. L'équité, c'est en fonction de la situation spécifique de cette personne-là. Je pense qu'il y a quelque chose là à réfléchir. Sur le processus, la, la discussion sur la charge de travail collectivement, quand je disais tout à l'heure que discussion est un bien grand mot, ben, c'est précisément là-dessus où les collègues sont embêtés. C'est, je vais-tu me prononcer? Lui, il ne travaille pas. Hey, ça ne marche pas, là. Je vais-tu dire ça devant l'Assemblée? Puis quel genre de climat ça va amener, puis fait qu'il y a tout ça qui est en arrière. Mais on n'a pas le choix si on veut regarder, adopter le projet de répartition de la charge de travail. On n'a pas le choix de regarder d'une certaine manière si on veut déterminer si c'est équitable et raisonnable. On n'a pas le choix de regarder les charges individuelles. Et donc d'ouvrir la possibilité de discuter, me semble-t-il. Puis là, après ça, je ne suis pas au CACC, mais il me semble qu'on n'a pas trop le choix de regarder les charges individuelles et de se prononcer là-dessus. Puis, pour avoir ce genre de discussion-là, puis j'ai discuté de ça avec mes collègues du comité vie professorale et collégialité, là où, dans certaines unités, c'est problématique, c'est parce qu'on n'a pas les conditions psychosociales pour le faire. Fait que c'est un terrain miné, il y a des clans. Puis parfois, la présidence d'Assemblée, je plaide pour ma paroisse, là, on a fait une capsule là-dessus, mais c'est hyper important. Quelqu'un qui balise le processus, qui est là pour faire respecter le processus, qui est là pour éviter qu'il y ait des attaques personnelles. Fait que la gestion des assemblées dans ces discussions-là, elle est primordiale pour qu'il puisse y avoir réellement une discussion. Fait que ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. Un dernier commentaire très, très vite. Mais ce que ça veut dire aussi, là, si on veut que les profs puissent exercer leurs tâches, enseignement, recherche, etc., à quelque part, ben, ça prendrait peut-être plus de profs parce qu'il y a énormément de cours à donner. Puis les gens veulent faire de la recherche, puis je regrette, mais il y a 24 heures dans une journée, puis on en dort 8 ou 6 ou 5 ou 4. Moi, mon commentaire va être assez bref.
je veux traiter de ce que tous les deux vous avez mentionné, de l'importance d'en discuter collectivement de nos charges de travail. Il faut penser aussi qu'il y a des unités où la direction d'unité essaye d'imposer une charge étalon et qu'elle définit la charge étalon comme étant le minimum raisonnable. Mais une charge étalon, c'est une charge typique, ce n'est pas une charge minimale. Donc, pour éviter que cette charge-là étalon vienne de la direction d'unité puis qu'elle vous contraigne, il faut que l'unité puisse proposer quelque chose. Ouais, il y avait une. Peut-être vous présenter en prenant la parole. Je m'appelle Marie-Claire Bello, je suis la collègue de Christine à la faculté de droit. Moi, je me dis, si on est au balbutiement de la détermination de qu'est-ce que c'est qui est raisonnable, puis avec Christine, on a l'habitude en droit, je nous encouragerais à peut-être créer une espèce de banque de principes, c'est-à-dire qu'on est très différents dans toutes nos facultés. On a des façons très, très différentes de procéder, toutes sortes de raisons, historiques principalement. Mais je me dis que si on pouvait, par exemple, l'idée que ça vienne du terrain, je pense que c'est essentiel, mais si on pouvait colliger ces principes, ça nous donnerait des idées, puis ça nous permettrait de réfléchir. Puis moi, je dirais que c'est un travail en continu. C'est-à-dire que ce qu'on vit maintenant, ce ne sera pas la même chose dans 5 ans, ce ne sera pas la même chose dans 10 ans. Mais si on était capable de se faire une banque au SPUL, des pratiques, ça nous inspirerait, puis ça nous aiderait peut-être à commencer des conversations, puis on bâtirait sur ça. C'est une proposition. Merci, Marie-Claire. J'avais noté justement l'importance de documenter si on parle de partir du terrain, puis en effet, sur la base de l'énorme, peut-être des énormes différences qui sont propres les différences qui nous distinguent, en fait, au sein des différentes unités. Mais documenter, en tout cas, ça peut donner de la chair autour du principe, puis justement, essayer ensuite, à partir des faits et des réalités réelles, transformer en principe les réalités qui sont vécues. Mais je voulais rebondir aussi sur parler en collectif des charges individuelles. Moi, l'année passée, comme j'étais déléguée syndicale, c'est la première fois que, depuis que je suis à la fac, que je regardais la charge de travail de tout le monde. C'est pas une posture qui est très confortable, hein. Et puis, tu sais, j'étais au début, bon, animée de plein de bonne volonté. Tu sais, je suis là pour évaluer le caractère équitable de la charge. Donc, je l'ai lu, etc. Mais là, après, vite, il y avait un gros malaise. Et puis là, je me suis dit, OK, mais au final, c'est quoi l'objectif que je poursuis? Puis une fois que j'ai noté, tu sais, une fois que je le fais, ce travail d'analyse, puis que je constate des disparités, ce qui me semble être des disparités à la lumière, tu sais, du document formel, je fais quoi ensuite? Puis ça, c'est la bonne question. Je fais quoi ensuite? Alors, en tout cas, il y a des, tu sais, voilà. Puis l'idée, c'est pas d'aller pénaliser des gens, mais enfin, moi, oui, j'ai éprouvé quand même un malaise. Sur ce point-là, en particulier, sur justement exposer la charge à toute unité, nous, ce qu'on fait, parce que je fais avec mon directeur, je rencontre des professeurs de janvier à mars pour discuter de leur charge de travail. Et après ça, moi, je fais un document des charges de travail et on le présente à l'Assemblée. Donc, tout le monde voit. Comme délégué, Georges, tu fais ça? Oui, comme OK. délégué. Puis, ben, j'imagine que c'est légal, là. J'imagine que je peux Oui. le faire. Non, je parle parce que les directions d'unité font ça. Hein? Les directions d'unité font ça, mais toi, tu le fais comme délégué. C'est chouette. Oui, mais je le fais avec le directeur d'unité. OK, Donc, OK, on OK. le fait ensemble. OK. Donc, je le fais avec lui, puis le directeur de mon département, finalement. Donc, je rencontre tous les professeurs suppliants. Puis, on établit la charge, leur charge. Puis
Puis après ça, moi, quand je fais le document, on le présente à l'Assemblée en avril, puis on discute ou on vote sur ce document-là. Ça fait qu'en même temps, c'est qu'on ne pointe pas nécessairement quelqu'un en particulier, mais les gens voient les charges des autres. Et peut-être que quelqu'un qui en a moins, ben, il peut dire, eh, mon Dieu, lui, il y en a beaucoup. Je ne savais pas qu'il y en avait beaucoup. Donc, puis l'autre peut dire au contraire, mais sans qu'il y ait de discussion entre collègues. On voit le document et là, à ce moment-là, on peut intervenir ou habituellement, la discussion est assez courte, puis on accepte la charge globale de cette façon-là. Oui, puis je pense qu'il peut y avoir des questions. Tu sais, si le projet de répartition est transmis avant, qu'on a regardé, tu sais, il y a moyen probablement de, tu sais, de faire les choses correctement, puis pas d'arriver en assemblée, puis ouais, comment ça, ta charge de travail, tu sais. Mais en amont, peut-être, tu sais, poser des questions. Parce que dans les faits, ce que moi j'ai entendu, c'est que dans d'autres universités, tout se fait, tu sais, comme collectivement, puis il n'y a pas d'arbitrage de la direction d'unité. Puis l'arbitrage de la direction d'unité qui prend en compte parfois des situations personnelles. Si la personne elle a une incapacité X ou Y qui fait en sorte qu'elle a une moins grande charge de travail et que c'est considéré dans la charge de travail, bien, elle n'a pas à écrire ça sur son formulaire, mais la direction, elle peut, dans le fond, le prendre en considération. Fait que ce rôle-là d'arbitrage, je pense qu'il peut pacifier en partie le climat dans une unité. Le revers de ça, c'est que ça peut laisser place à l'arbitraire. Je trouve, en tout cas, c'est intéressant, Georges, le fait que tu arrives comme un tiers, d'une certaine manière, dans la négociation, qui permet de trianguler le jugement sur la charge de travail. Je trouve que c'est une piste intéressante. C'est aussi volontaire. Dans le fond, quand je rencontre les professeurs, mes collègues de département, c'est volontaire. Donc, le directeur de département demande quand même aux collègues, est-ce que vous voulez que je sois présent à la réunion de discussion de charge? Et il n'y a pas de collègue qui dit non. Est-ce que c'est vous ou c'est la direction qui a initié cette démarche? C'est la direction parce que ben, nous, c'est qu'on a un adjoint. Donc, moi, je suis adjoint à la direction. Donc, en tant qu'adjoint, mais je rencontre les professeurs en même temps. Parce que vu qu'on a des amcelliens, on a des spuliens. Donc, moi, je m'occupe plus du côté spul. Donc, mais tous les professeurs, ou il y a certains professeurs, des fois, s'ils veulent rencontrer le directeur seul, sans que je sois là, mais il n'y a pas de problème aussi, ils peuvent le faire. Donc, c'est assez ouvert. Dernière intervention, Madeleine, parce que Madeleine Caro, professeure à la faculté de médecine. Je suis aussi présidente du CAC. Je voulais juste amener un commentaire que je trouve qui est important. Puis on ne peut pas dissocier, dans le fond, la charge de travail et les critères de promotion parce que les jeunes, ils regardent ça puis ils disent oh, play, pour avoir l'agrégation, ça me prend telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, il y a une distribution de la charge de cours, mais là, après ça, lui, la personne va se dire oh, play, il faut que je publie tant de papiers parce qu'il y a des unités qui vont se mettre des critères très élevés. Donc, il faut que j'aille chercher une subvention, il faut que j'ai des papiers, il faut que j'ai formé des PhD, il faut que j'ai. Tu sais. Alors là, ça ajoute à la charge. Puis là, c'est quand on dépose notre rapport d'activité qu'on se rend compte que, oh, là, oui, j'en ai fait beaucoup, mais quand on distribue la charge, c'est pas dans ça. Mm. C'est ce qui est la différence entre le rapport d'activité puis la charge de travail. La charge de travail, ce n'est pas le moment de rendre compte de ces activités, c'est le moment de prévoir pour collectivement s'assurer que le travail est fait, que les enseignements sont donnés, etc. Mais ce n'est pas un concours de celui qui en fait le plus. Il y a un moment donné où on fait une reddition de compte, c'est dans le rapport d'activité, c'est quand dans l'évaluation, promotion, etc. Oui. C'est peut-être une occasion aussi, de la discussion sur la raisonnabilité, de, après ça, re-questionner les critères de promotion. Ce qui reste toujours possible, effectivement. Ouais. Ouais. Oui. Mhm. Voilà. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. On reste maître, l'unité reste maître des critères puis de les définir. Faut qu'on passe au deuxième point, si on va avoir un petit peu de temps de parler de l'articulation entre la charge de travail et les budgets. Puis là, je vais faire une très brève introduction parce que, bon, comme vous le savez, en plus du projet de répartition de la charge de l'unité, le responsable doit présenter à l'unité un document qui liste notamment certains éléments budgétaires, le bilan annuel qui indique les dépenses aux divers postes budgétaires et l'utilisation des ressources assumées pendant l'année en cours,
les responsabilités de l'unité et les ressources humaines et matérielles qui seront disponibles. Donc, mise à disposition des membres de l'unité et les critères d'attribution et de la répartition prévus des budgets de fonctionnement pour l'année à venir. Donc, je voudrais savoir si, comment cette chose-là s'articule. Est-ce que c'est fait dans toutes les unités de manière adéquate et que ça permet, et de manière à permettre une discussion sur sur ces aspects-là? Est-ce qu'il y a des volontaires pour Ben, je peux commencer. Ben, là, je vais parler plus de mon expérience, là, mais tu sais, de mon expérience, ça a toujours été difficile d'obtenir les données financières, peu importe les directions d'unité. Puis là, je ne lance pas la pierre aux collègues, notamment parce que parfois, c'est arrivé certaines années, puis là, c'est toujours un peu difficile de savoir, comment dire, de mêler ce qui s'est véritablement passé, mais ce que je me suis souvent fait dire, c'est que les données financières n'étaient pas disponibles au moment où on avait à adopter les charges de travail. Euh, Puis on en avait discuté quand André Darvaux, le vice-recteur, avait fait sa tournée sur les budgets en disant, ben là, les processus là, qui viennent d'en haut et qui descendent, là, il va falloir les revoir parce que ça ne marche pas avec l'adoption de nos charges de travail. Ce qui fait en sorte qu'il faudrait voter nos charges de travail les yeux fermés par rapport aux ressources qui sont disponibles, ce qui est complètement contraire à la Convention. Fait qu'il y a des processus administratifs qui ont peut-être bougé, je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est essentiellement que, puis pour en avoir discuté au conseil syndical, je pense que c'est comme ça dans beaucoup d'unités, ce qui va être demandé aux directions d'unité, c'est par la faculté, c'est ben, dis-nous c'est quoi tes besoins, puis on va te dire si on peut y répondre ou non. Fait que là, la direction d'unité, le réflexe, c'est d'aller voir les collègues pour dire remplir, optimiser, rationaliser le plus possible pour en demander moins possible. Fait qu'on se serre tout un peu la ceinture, puis là, après ça, la faculté va dire, ben oui, c'est correct. Au lieu que ce soit l'inverse, de dire, ben voici ce que vous avez, puis maintenant, répartissez les ressources en fonction de ce que vous avez. Fait que c'est pas comme ça que, moi, en tout cas, selon mon expérience, les choses fonctionnent. Ce qui fait en sorte, puis pour vrai, je pense que la doyenne de ma faculté a fait un excellent travail, transparente dans l'allocation budgétaire et tout ça. Mais n'en demeure pas moins que le fonctionnement, c'est quand même, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Puis l'impression que ça donne, c'est que l'argent descend d'en haut, là, il descend dans les vice-rectorats, il descend dans les facultés, il s'en va un peu du côté de la DTI, il s'en va vous voyez l'image là, de la gestion du budget. Puis tout le monde s'en prend un peu, tu sais, au travers. Puis en bout de ligne, c'est comme si toute la marge de manœuvre qu'on pourrait avoir en fonction des revenus générés est comme manger ailleurs par d'autres dans l'organisation. Fait que nous, d'une certaine manière, on nous demande de nous serrer la ceinture, puis la marge de manœuvre qu'il pourrait y avoir, on a l'impression qu'elle est dégagée ailleurs, voire qu'elle se ramasse dans le fond des immobilisations, en bout de ligne, là. Fait que moi, mon expérience par rapport à l'adoption des charges de travail, c'est celle-là, c'est de dire, ben, dites-nous c'est quoi vos besoins, puis on va accepter ou non. Puis par ailleurs, ben là, sur la question des budgets, mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a toujours des réajustements en cours d'année et qu'il y a de l'argent qui est retourné dans les facultés, mais qui n'est pas retourné pour alléger nos charges de travail pour autant, là. Fait que, voilà. Ouais, non, vas-y. Oui, j'ai quand même cette impression que, voilà, au niveau du calendrier, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coïncidence, de concordance entre le moment où on fait la charge et puis le moment où on a accès à la présentation budgétaire de la faculté. Donc, il y a cet enjeu. Et puis l'autre aussi, il y a un excellent travail qui avait été fait par le comité exécutif, mais je pense qu'il faut continuer parce que ça reste assez hermétique. Et puis, il y a quand même, c'est difficile de se donner du pouvoir au sein d'une unité là, pour bien
comprendre puis faire les liens qui sont requis entre la répartition budgétaire et puis l'élaboration de la charge. Donc, certainement un besoin encore de travailler sur ce point qui est assez crucial en fin de compte parce que j'aurais aimé ça qu'une collègue, par exemple, de sociaux soit ici aujourd'hui pour nous parler de leur charge à 3 cours parce que j'aurais voulu savoir comment est-ce que cet arrimage a fonctionné entre le budget disponible et puis la charge à 3 cours. Mais donc, bref, réfléchir à ce genre d'options, ça ne peut que se faire si on est capable de comprendre les enjeux budgétaires qui sont derrière. Puis je vais rebondir là-dessus parce que c'est un point qui est tellement crucial. Puis sur le décalage de calendrier, finalement, quand on prépare les charges de travail, le budget n'est pas encore établi pour les facultés ou il est encore en cours d'être établi. Mais en plus de ça, ce qu'on a réalisé, ce qu'on a mis en lumière récemment, puis la vidéo qu'on a publiée en début de semaine le démontre là-dessus, là, c'est qu'en partant, le budget qui est alloué aux facultés, dans la plupart des cas, ne suffit pas à faire tourner la faculté, à répondre aux besoins d'enseignement, etc. Et donc, il y en a 12, je pense, sur les 17 qui sont l'an dernier, qui étaient placés d'entrée de jeu en déficit. Puis après ça, finalement, l'argent arrive. Hein, en cours d'année, au mois d'août, au mois de novembre, on fait une rallonge. On dit, ouais, non, vous n'allez pas finir l'année en déficit, c'est impossible. Donc, ça arrive après que les discussions aient lieu bien après que les discussions aient lieu sur la répartition de la charge de travail. Ce qui fait qu'au moment où on fait la discussion, même si on a une présentation transparente de la part de l'unité, du décanat, etc., mais on n'a pas l'outil pour aller chercher, ce dont on a besoin finalement. Donc là, il y a une problématique qui est vraiment qui est proprement inacceptable, je pense, au regard de ce que devrait être le budget, c'est-à-dire assumer la fonction de la mission d'enseignement des facultés, des unités de manière adéquate. Ça, c'est tout à fait pertinent de mettre ça de l'avant et puis de le dénoncer, je pense. Sur le D'avoir la calendrier, discussion dans Vincent? vos unités par rapport à ça. Puis, oui. Non, je voulais juste avoir une précision sur le calendrier. On a jusqu'au 1er mai pour adopter la charge. Oui, Et puis effectivement. Ouais. les budgets. Avril, ouais. Conseil. Donc, ce serait éventuellement possible D'aller demander, d'attendre. d'attendre. Ouais, mais ça, c'est la deuxième année en fait qu'on a cette configuration, puisque dans les conventions collectives, je pense que c'était 1er avril. Donc, on a Voilà. effectivement retardé d'un mois OK. l'adoption de la charge de travail par l'unité. Est-ce que c'était ça Donc, la raison? Est-ce que vous vous rappelez? C'est lui qui était sur la table. non, je pense que c'était vraiment laisser plus de temps à l'unité de faire le travail de réflexion, etc. Là. Mais ça tombe bien, hein, puisque Puis dans les faits, si je ne me trompe pas, il y avait quand même il y avait la possibilité jusqu'au 1er mai. C'est que normalement, oui, c'est c'est le 1er ça. avril, mais il y Là, avait la c'est ça, ouais, possibilité jusqu'au je trouve 1er ça, mai de ouais, la remettre. mais là, ça a été plus formalisé pour décaler la chose. Oui, Georges Lévesque, psychiatrie, neurosciences. Sur ce que tu disais, Simon, je pense que c'est ce qu'on vit aussi nous-mêmes à la faculté de médecine. C'est la même chose. Souvent, on se fait demander quelles sont vos prévisions en termes de ressources que vous avez besoin. Et c'est des choses qu'il faut prévoir. Et si on a besoin, par exemple, parce qu'il n'y a pas de chargé de cours à la faculté de médecine, mais si on a besoin d'aide supplémentaire, il faut le prévoir et c'est budgété à l'avance. Et après, il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre au niveau de chaque unité. Une fois que les budgets sont adoptés, c'est sûr que là, il faut aller demander à la direction si en cours d'année, il y a des choses qui doivent être faites. Parce que le personnel administratif, ce n'est pas l'unité qui le gère, parce que c'est un personnel commun pour toute la faculté. Donc, c'est la même chose qu'on vit là, finalement au niveau des ressources professorales. Des fois, on peut aller demander, mais il faut le planifier à l'avance pour qu'il soit établi dans un budget. Peut-être là-dessus, Georges, tu me permets de rebondir sur, en fait, c'est vraiment une vision de l'organisation qui est top-down. C'est-à-dire que
plutôt que si on nous donnait plus de ressources financières, on pourrait mettre à profit notre créativité comme prof, comme équipe professorale et être dans une logique de développement, mais collectivement déterminé. Là, c'est comme si le développement, il est institué par en haut. Fait que les ressources qui pourraient être disponibles pour du développement à l'échelle locale, ils sont prises par le haut pour du développement dans différentes initiatives institutionnelles, des chantiers, ceci, chantier, cela. Mais donc, ça nous prive de la possibilité de développement. Moi, je suis dans une unité où on est en déficit, là, puis on est dans une spirale descendante. Fait que, la faculté fait ce qu'il faut. Nos collègues des autres départements, ils sont, comment dire, ils consentent à la situation, ils comprennent la situation actuelle, mais on est dans une spirale négative. Je pense que si on avait plus d'air au local, ben, on pourrait profiter de l'intelligence collective pour pouvoir être dans une perspective de développement, d'une part, puis d'autre part, de marge de manœuvre, comme tu dis, pour voir les imprévus en cours de route qui arrivent, ben, être capable d'y faire face. Puis la logique que tu nommes, Georges, je pense qu'elle est importante à nommer. Je l'ai entendu de multiples fois par de nombreux acteurs dans l'organisation. Tu n'as qu'à demander. Fait que là, le prof, tu n'as qu'à demander de l'aide. Puis là, la direction d'unité, tu n'as qu'à demander à la faculté. Là, la faculté, tu n'as qu'à demander à. Fait que, tu sais, il y a cette cascade-là qui demande. Mais ce que nous dit la direction de notre faculté, nous, c'est que, ben oui, on est en déficit, mais quand ils demandent d'éponger le déficit, ils acceptent. Fait qu'on c'est une logique un peu pernicieuse. C'est comme si on est tenu un peu par le coup, je sais pas comment on nous tient un peu de cette manière-là, où on est forcé. Ah, vous avez besoin d'un poste, demandez, puis vous allez l'avoir. C'est comme s'il y a beaucoup d'arbitraire dans cette manière-là de gérer, il me semble. Il est 13h pile. Donc, est-ce qu'il y a encore un commentaire? On va peut-être skipper la troisième partie. Simplement préciser que on n'abordera pas le point sur les mécanismes de contestation individuelle et collective, mais sachez qu'ils existent. Et puis qu'il y a le comité d'application de la convention collective qui est là pour répondre à vos questions, éventuellement, si vous en avez. C'est dommage qu'on n'ait pas l'occasion d'avoir une discussion plus collective sur cet enjeu-là, mais je pense que le temps vraiment nous... tout petit... Mini commentaire là-dessus, sur le fait que mettre en visibilité l'aspect interpersonnel du refus de la charge de travail, c'est-à-dire que c'est nos collègues, hein, qui sont en direction d'unité, puis on peut avoir tendance à vouloir ne pas créer du conflit ou heurter la personne qui est en direction en responsabilité d'unité, parce que la personne risque de subir des mauvaises conséquences de la part de la haute direction si elle n'est pas capable de faire adopter sa charge de travail. Fait qu'il y a des enjeux d'identité professionnelle, des directions d'unité. Fait il y a cet enjeu-là auquel, en tout cas, je nous inviterais à être sensibles, mais en même temps, si on veut utiliser nos droits, ben, il faut peut-être passer par une situation qui est inconfortable envers le collègue, en prenant soin de la relation pour autant, mais c'est ça. Parce que moi, j'ai entendu différentes situations dans des unités où les directions d'unité jouaient un peu là-dessus, là, de manière plus ou moins consciente. Je pense que tout le monde est bien intentionné, mais ils peuvent jouer là-dessus. Et ça peut faire en sorte on ne refusera pas, on n'utilisera pas ce mécanisme-là qui est prévu dans la Convention et qui est hyper important pour faire respecter nos... Puis je vais juste rebondir un tout petit peu là-dessus. Tu as tout à fait raison. Un mécanisme qui est prévu. Puis les échos qu'on a, donc un comité de révision de la charge de travail, qui est un comité paritaire avec deux profs nommés par l'administration, deux profs nommés par le syndicat, plus un président, etc. Et les échos qu'on a, c'est que ce comité fonctionne très, très bien et que quand il y a des décisions à prendre, c'est vraiment unanime. En tout cas, tous les échos que j'ai eus, c'était ça.
Et le changement qui avait été apporté aussi par la nouvelle convention collective il y a 2 ans, c'est qu'en cas de refus collectif, c'est le comité finalement qui a le dernier mot. Donc, puisque c'est un comité qui fonctionne, qui a l'air d'être raisonnable, qui a l'air d'être, on m'a dit, c'est très collégial, le travail se fait vraiment de manière sérieuse et avec vraiment une démarche qui est tout à fait efficace, ben, pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc la décision devient, alors qu'avant c'était le responsable pouvait quand même imposer son projet de répartition s'il y avait un refus collectif au bout d'un certain nombre d'étapes. Là, cette fois-ci, c'est le comité qui peut imposer sa décision. Donc c'est à considérer éventuellement aussi. Moi, je dirais juste pour terminer qu'encore une fois, peut-être, je ne sais pas si c'est déjà en place, mais documenter banque de précédents, ça peut toujours être utile. C'est ce genre d'outil qui peut faire une différence. C'est parfait. S'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, je vais remercier Christine, puis Simon, puis tous les gens qui étaient présents dans la salle et puis en ligne. Merci beaucoup.